Anna, c'est le nom de celle qui est arrivée dans ma vie sans prévenir et qui a fait que je dois dès à présent me battre avec moi-même. Je dois lutter tous les jours pour effacer ces cicatrices qu'elle m'a laissées. À la base, c'était une amie. Elle m'a fait prendre confiance en moi. Elle m'a dit que je pourrais jamais contrôler le monde. Par contre, ma vie, oui. Elle m'a fait me sentir puissante comme je ne l'avais jamais été auparavant. En réalité, Anna m'a détruite. J'essaie de guérir, de me reconstruire sans elle, mais j'ai l'impression que la guérison est comme escalader une montagne. Plus j'avance, pire c'est. Le vide m'angoisse, le chemin est éprouvant et je manque d'oxygène. Je regarde sans cesse en bas, là où c'était plus facile. Là où j'ai laissé l'euphorie que je ressentais à la sensation de vide dans mon estomac, la joie éprouvée quand j'avais fait assez de sport de la journée, la satisfaction ressentie quand je voyais mes os ressortir dans le miroir. Anna se trouve en bas et essaie de me convaincre que je ne pourrais plus vivre sans elle, que le bonheur n'existe pas là où j'essaie d'aller. C'est une amie toxique qui te fait croire que t'as besoin d'elle. La vérité, c'est qu'en te convainquant qu'elle peut te donner le pouvoir, elle en profite pour te consumer petit à petit. Je pense que je garderai des cicatrices à vie des jeux qu'on faisait ensemble. Le café à la place du déjeuner, les chutes de tension à chaque effort, la douleur ressentie dès que je m'assois à cause de mes os. Tout ça n'est absolument pas normal, mais ça reste malgré tout gravé dans ma tête. Je suis une esclave, accro à l'anorexie comme on pourrait l'être de la vodka. Quand je mange, la seule chose que je goûte, c'est les chiffres. Je n'ai jamais été affamée, seulement fière d'accomplir quelque chose de ma vie, chose qui pourtant m'a détruite. J'aimerais pouvoir en parler au passé, mais je suis encore en train d'escalader cette montagne. Je lutte pour ne pas tomber. Je ne dois pas tomber, parce que la chute cette fois-ci serait fatale. Il y a cette voix qui nous détruit. À moi-même, c'est-à-dire que je me disais, mais non, tout va bien. Ce qu'on veut dire, c'est au secours, sauvez-moi, et je veux la vie. Quand tu décides de t'en sortir et de te battre, c'est le plus dur. Parce que t'es face à ta maladie, tu sais que ça va pas, et tu sais que tu dois changer ton comportement alimentaire, et puis ça te fait paniquer. L'anorexie mentale, c'est une lutte irrationnée, c'est interne, c'est horrible. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'anorexie. Encore, je sais. Si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je racontais ma propre histoire, mon combat et où j'en étais. Je suis contente de vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux même si je me bats toujours au quotidien. Et que parfois, c'est vraiment pas facile. Il y a des jours je souris, il y a des jours je pleure, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Mais j'abandonne pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien revenir un petit peu plus précisément sur ce qu'est réellement l'anorexie mentale même, et pourquoi il s'agit du cancer des adolescents. En fait, l'anorexie à la base, ça vient du grec, comme un petit peu tout, et ça signifie le manque d'appétit. Donc quelqu'un qui souffre d'anorexie est juste une personne qui manque d'appétit et qui n'arrive plus vraiment à se nourrir. Ça peut survenir dans des cas de cancer, de chimiothérapie, où les traitements peuvent être lourds et engendrent ce type de conséquences. L'anorexie mentale, ça n'a rien à voir. Je souffre d'anorexie mentale et je peux vous dire que ce n'est pas un manque d'appétit. Alors là, pas du tout. L'anorexie mentale aujourd'hui est une maladie qui tue et qui est grave et qui n'est encore pas assez prise en considération par la médecine. Je peux vous dire que c'est vraiment une galère pour faire reconnaître ça en tant que maladie aux yeux de l'État. C'est pas une question de beauté, de critères de beauté ou quoi que ce soit. La médecine compare ça à plusieurs types d'autres maladies. Tout d'abord, on a les addictions. Il y a une réelle addiction à perdre du poids et à voir ses chiffres baisser sur la balance. Comme je perdais du poids, je me sentais plus heureuse, donc en fait pour moi c'était pas quelque chose de négatif. À chaque fois que tu vas voir les chiffres baisser, c'est un sentiment d'euphorie. Je vais prendre l'exemple d'une personne accro à la cocaïne, plus elle va en prendre, moins elle aura d'effet. Elle entre donc dans des cercles vicieux et elle aura besoin de prendre toujours plus de coke pour se sentir mieux. C'est pareil avec la perte de poids. T'as toujours besoin de perdre pour te sentir bien. Et si tu montes sur la balance et que tu vois que t'as pris 1 gramme ou que t'as pas perdu assez, t'es pas bien. Ensuite, on peut aussi apparenter ça aux phobies. Imaginez-vous votre plus grande phobie. Je sais pas, les clowns, les araignées. Et vous vous retrouvez face à cette phobie 3 à 6 fois par jour. Je peux vous dire que c'est pas cool. À chaque moment du repas vient l'angoisse, le stress, la peur et c'est difficile. Ensuite, on peut aussi comparer ça aux troubles psychiatriques. L'anorexie mentale, c'est comme une petite personne qui est dans ta tête. Personnellement, je l'ai nommée Anna. Enfin, personnellement, c'est un nom assez connu. Et Anna, en fait, elle ne veut pas, comme la schizophrénie ou la bipolarité, te faire délirer ou que sais-je. Non, Anna, elle veut te tuer. Cette petite voix qui tout le temps nous dit qu'on n'est pas assez bien pour les autres. Elle est là, elle se présente comme une amie, mais c'est pas ton amie. C'est une relation très toxique. Et il est difficile de s'en débarrasser car, comme dans toute relation toxique, on est accroché à cette personne. Imaginez ces 3 pathologies réunies en une, ça donne un taux de mortalité qui est plus élevé que le cancer. Mais alors comment et pourquoi on tombe dans cette maladie? C'est pas du tout quelque chose de conscient qu'on a voulu. L'anorexie, c'est pas un caprice. C'est aberrant, mais quand j'ai été à l'hôpital, on a dû faire fonctionner les assurances et c'était un petit peu galère de faire reconnaître cette maladie parce que pour eux, comme c'est psychologique, entre guillemets, c'est toi qui l'as voulu. C'est vrai que les gars, je vous l'ai pas dit, mais je me suis levée un matin et je me suis dit, ouah, je vais arrêter de manger, ça va être trop bien. Nouveau régime comme ça? Non,
Donc alors, comment on tombe dans ça si c'est pas conscient? C'est un petit peu du cas par cas, ça dépend des traumatismes de chacun. J'ai déjà vu une vidéo d'une américaine qui expliquait que pour elle c'était une accroche à son enfance. Le fait de maigrir de plus en plus, de perdre ses règles, d'avoir son entourage qui était aux petits soins avec elle. C'est comme si elle redevenait un petit enfant en fait. On la couvait et c'est devenu une addiction pour elle, elle voulait plus quitter ça, c'était lié à la peur de grandir. Il y en a d'autres, c'est une question d'image, c'est généralement la raison la plus connue. Il y a les médias sociaux et tout le tralala. Pour ma part, je pense que ça a plus été une question de contrôle. Faut qu'on contrôle tout, contrôler l'image qu'on renvoie aux autres, contrôler ce qu'on mange et contrôler son corps en fait. J'avais tellement peu confiance en moi, tellement peu d'estime de moi, que prendre contrôle par rapport à la nourriture et voir que je pouvais avoir les commandes de quelque chose, ça m'a donné tout simplement un sentiment d'euphorie. Les gens nous voient faibles, mais nous on a l'impression qu'on est plus forte. Et c'est la maladie qui fait ça. Mais vraiment notre corps il en peut plus. Vous savez, il y a le bon et le mauvais perfectionnisme, et moi je suis dans le perfectionnisme clairement malsain. J'ai voulu atteindre des stades de perfection, aller toujours plus loin, viser toujours plus haut, et regarder où ça m'a mené. Donc voilà, les causes sont vraiment multiples et variées, c'est très complexe comme maladie. Et d'ailleurs, à l'époque, une femme qui souffrait d'anorexie mentale et qui tombait dans des maigreurs extrêmes était juste considérée comme dépressive. Aujourd'hui, l'anorexie mentale, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, juste après les accidents. Une chose qui est marrante à savoir, enfin marrante, on rit jaune, c'est que plus le pays va être développé, plus il y a des risques d'avoir de l'anorexie mentale. La faute à qui, je vous laisse deviner. Les médias. Pas besoin de vous faire un schéma avec tout ce qui est mannequin et compagnie. Dans les causes tout à l'heure, je disais qu'il y en avait beaucoup qui étaient inconnues, mais j'ai oublié de mentionner l'hérédité. C'est un trouble mental et oui, l'hérédité peut jouer. Par exemple, chez des jumeaux, si un des deux souffre d'anorexie mentale, l'autre a 55% de chance d'en souffrir aussi. Mais tout ce qui est hérédité, ça marche avec beaucoup de troubles mentaux, les addictions, les dépressions, tout ça. L'anorexie mentale, c'est une lutte irrationnée, c'est interne, c'est horrible. On dit que les personnes souffrant d'anorexie n'aiment pas la nourriture, mais c'est faux, il y a une véritable addiction derrière. Moi, la nourriture, ça m'obsédait. Cette maladie, ça n'a rien à voir avec la nourriture. Et en fait, je pense que ça m'obsédait tellement qu'au final, j'en ai eu peur. Donc tu commences par calculer toutes les calories, t'as une obsession des chiffres, peut-être même des heures. Je vais voir l'aliment, puis je vais l'analyser, le suranalyser, et je vais voir ça comme un espèce de petit monstre comme ça, qui va être un danger pour moi. Il y a aussi la dysmorphophobie, donc c'est une déformation de ton corps. Enfin, de la visualisation, de comment tu le perçois. Quand j'étais à l'hôpital en ergothérapie, on a fait un atelier avec un maître pour voir comment je voyais mon corps. Comment vous dire que ma cuisse, c'était un petit peu près ça. Encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai du mal à me dire que j'arrivais à faire le tour de ma cuisse comme ça. Et pourtant. Mais dans l'atelier d'ergothérapie, on avait pris un mètre et le médecin me disait « Dis-moi stop quand tu penses que c'est la taille de ta cuisse ». Comment vous dire que moi je faisais des tailles ainsi. J'avais une vision mais complètement déformée de mon corps. Et on a fait aussi l'exercice avec des images d'IMC. Et donc il m'a dit « Montre l'image à laquelle tu penses être ». Donc je pensais être à l'image 7, sauf que mon poids idéal c'était l'image 3, mais en réalité j'étais à l'image 2, et donc en voulant aller à l'image 3, je pensais que je devais encore plus perdre de poids, et au final je me dirigeais juste vers un stade encore plus élevé de dénutrition. J'étais en dénutrition de stade 3 et à savoir à partir du stade 4, j'avais la sonde. À savoir que le stade 5 c'est le coma, en fait ton corps ne sait même plus tenir debout. Le pire dans tout ça, c'est que t'as beau savoir les risques, tu continues quand même tellement l'addiction est puissante. Vous voulez savoir le plus horrible là-dedans? C'est qu'avec la dysmorphophobie, il y a des jours où je me réveillais, je me voyais maigre comme pas possible. Et alors là, j'étais là, waouh, faut que je guérisse et tout. Et puis en fait, je mangeais, je me sentais un petit peu trop remplie, et là directement, ma perception du corps changeait. Pour m'aider à guérir, j'ai dû prendre et je prends toujours des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et le plus dur, c'est de se dire, est-ce qu'on peut réellement s'en sortir un jour? Je pense que oui, j'ai vu plein de témoignages, mais je crois que ça reste toujours comme une addiction, comme une autre. Un fumeur peut arrêter de fumer, mais dès qu'il y aura une cigarette dans les alentours, n'aura-t-il pas envie de la consommer, de la prendre? Et moi, c'est un des trucs qui m'angoisse le plus, c'est de me dire, est-ce que j'arriverai à m'en sortir à 100% un jour? Ou est-ce que j'aurai toujours un petit lien d'accroche avec Anna? Anna qui est ma tortionnaire. Ce qui est compliqué en fait justement dans le guérir des troubles du comportement alimentaire, c'est que par exemple si tu prends un alcoolique, il peut arrêter de boire de l'alcool, tu vois. Il n'y a pas de souci pour sa santé, pour sa vie, alors que nous, on doit se réapproprier notre addiction. On ne peut pas arrêter de manger, parce que si on arrête de manger, on meurt. Pour vous faire un petit point de vue sur ma situation maintenant, je suis dans une phase d'extrême faim, extreme hunger, où juste mes fonctions vitales, tout ça recommence à fonctionner normalement. Et mon corps se réveille et se dit « Ouais, frérot, j'ai faim là !» Et donc je mange comme pour 10. C'est un petit peu dur d'appréhender le regard des gens par rapport à ça. Parce que quand tu sais que t'as souffert d'anorexie, alors déjà avant t'osais pas manger avec les gens parce que tu te sentais mal qu'on te voit manger, parce qu'en plus t'avais envie de rien manger. Et maintenant je me sens mal quand je mange avec des gens parce que je mange 10 fois trop par rapport à la normale. Sauf que ma psychiatre m'a bien précisé que c'était tout à fait normal en fait. Là où quelqu'un de normal
va manger pour remplir son estomac. Moi, je dois manger pour remplir mon estomac, pour renourrir mes organes, pour renourrir mes muscles, pour avoir de la force dans mes ongles, dans mes cheveux, tout ça. Donc voilà, j'ai payé les conséquences de l'anorexie, je les paye encore. Je ne suis malheureusement pas encore guérie, mais j'avance et quand je vois tous les pas que j'ai faits, et quand je regarde derrière moi et que je vois d'où je viens, je me dis oulala, j'ai pas envie de retourner à ça. C'est un combat de chaque jour. Ça serait vous mentir que de vous dire que parfois je me réveille le matin et que j'adore mon corps et j'ai envie de reprendre du poids. Non, j'ai revu une photo de moi quand j'étais à l'hôpital où j'étais encore toute maigre. J'ai pas repris 20 kilos depuis l'hôpital, mais quand même il y a une différence. Et je me disais, oh purée, j'ai envie de retourner à ça. J'aimais bien ce corps-là. Dès qu'on me disait t'as l'air en forme, je le prenais mal parce que ça voulait dire que peut-être je prenais du poids ou que j'avais l'air mieux. Et dès qu'on me sortait t'es trop maigre ou qu'on me regardait avec un petit peu de dégoût, même s'il y a une partie de moi que ça blessait, au fond de moi, j'étais toute excitée. Ça me faisait du bien. Je me disais, ah c'est bon, Chara, t'es sur la bonne route, continue. Mais quand j'ai réfléchi plus loin, je me dis, Nina, est-ce que t'aimais ce corps-là où tu te sentais mal tout le temps, où tu étais affamée, où tu étais épuisée, tu étais fatiguée, anxieuse? Parce que oui, en fait, j'ai beau faire tous les poids, je n'ai jamais été heureuse à un certain poids. Le bonheur, ce n'est pas un poids. Ma psychiatre m'a dit une phrase et ça, je vais la retenir parce que ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait un chamboule tout là-dedans. Nina, si je te disais que pour être heureuse, il faut être blanc, tu en penses quoi? Je dis que c'était du racisme. Et puis elle m'a dit, toi tu es racisme du poids. Tu penses que pour être heureux, il faut faire un certain poids, alors que pas du tout. Et elle a totalement raison en fait, que je fasse 38 kilos ou que j'en fasse 64. J'ai pas été spécialement heureuse à l'un ou l'autre, ou à l'entre-deux. Le bonheur, c'est bien plus, c'est l'amour de votre famille, de vos amis, c'est vos sorties, le voyage, les cours que vous aimez, vos loisirs, vos passions. C'est tout ce qui vous fait vivre et pas ce qui vous tue, parce que l'anorexie tue. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, il s'agit d'une vidéo de sensibilisation, car on n'en parle pas assez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.